Alain Goll est avec nous. Alain Goll, Sustainability Leader International Supply Chain dans le groupe ADO et secrétaire général de la coalition des chargeurs pour un transport maritime bas carbone. Et puis, je vous parlais du partenaire de Amaury, c'est Nils. Nils, voilà, qui est avec nous, cofondateur de Zephyr et Boré. Vous êtes le président, hein, c'est ça, donc Nils Reyeux. L'histoire de la coalition, je le disais, il y a un très bel exemple. Voilà, une histoire de partenariat, d'entraide, hein. Pourquoi on s'intéresse à la voile? C'est quoi cette coalition, Alain? Bonjour, bonjour à tous, bonjour Fabrice. Alors, pourquoi on s'intéresse à la voile d'abord? Donc, vous parliez en intro du poids du transport maritime dans les émissions de gaz à effet de serre. Les solutions que proposent les compagnies maritimes aujourd'hui, elles sont toutes imparfaites. Il y a les biocarburants, il y a des carburants de synthèse, on nous parle de méthanol, on nous parle d'ammoniac pour demain. Mais rien de tout ça n'est une solution idéale. En fait, on a soit le problème de l'utilisation des terres pour le bio, ou alors, d'une manière générale, le besoin énorme d'énergie pour produire les carburants de demain, même moins émissifs en CO2. Et du coup, on est convaincu que le vent a un rôle à jouer. Parce que tout simplement, le vent est une énergie, elle est partout autour de nous, elle existe, donc utilisons-la pour réduire le besoin en énergie. D'où cette coalition qui est née il y a 2 ans à l'initiative de 12 chargeurs et grâce à l'alliance de 2 associations majeures du secteur, France Supply Chain, bien entendu, puis l'association des utilisateurs de transport de fret. Hein. C'est ça, Alain? Si on refait un peu l'histoire, c'est comme souvent une histoire d'homme. Il y a dans la salle la personne qui est vraiment la cheville ouvrière et à l'origine de cette coalition. Citez-le. C'est Géraud Pella de Vildon. Il va se lever, je l'ai vu tout au long de la journée. Où est-il, Géraud? Il se lève, il est où? Il est timide? Il est tout au fond, voilà. Bravo, Géraud. Voilà. Et donc, en 2021, s'est tenu un salon, le salon Win for Goods, parce qu'on en parle juste après, je crois. Il y a cet écosystème d'acteurs du VELIC, et donc il y a un salon qui Simon Wattin rassemble. Qui nous rejoindra, ouais. Et un certain nombre de chargeurs, évidemment, étaient présents, et certains d'entre eux cherchaient une solution pour le transport de conteneurs. Parce qu'on charge souvent en conteneurs notre fret maritime. Eh bien, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de projet dans ce domaine-là. Et donc, il y a eu cette idée audacieuse de se dire, mais on est plusieurs chargeurs à s'intéresser à ça, et si on mettait nos volumes en commun? Et c'est comme ça qu'est née l'idée, cette idée de regrouper les volumes pour générer un business supplémentaire, pour engendrer un projet industriel de création de porte-containers assistés à la voile. Nils Joyeux, président de Zephyr et Boré, rappelez-nous les enjeux de la propulsion par le vent. Voilà. Tout ce qu'on a de bien en transportant les marchandises sur la mer. Bonjour à tous. Oui, alors les enjeux du transport à la voile, c'est ni plus ni moins que, à mon sens, la propulsion par le vent est une pierre angulaire de la décarbonation du transport maritime dans les années à venir. Tout le monde ne pense pas comme ça pour le moment, et c'est peut-être personne n'a de boule de cristal, c'est peut-être un peu audacieux de faire des prédictions, mais à mon sens, pour vous donner mon sentiment, la décarbonation jusqu'au zéro émission du transport maritime, ça va reposer pour 40% sur la réduction de la vitesse, à 30% sur la propulsion par le vent, et ensuite à 30% sur l'utilisation de carburants alternatifs, que ce soit des biocarburants ou des carburants de synthèse. Donc peut-être que je me trompe, mais c'est juste pour vous dire, moi, ce que je pense, ce que je crois au sujet du transport à la voile. Donc, ce premier bateau que vous voyez ici, c'est le Canopé. C'est le premier bateau qu'on ait co-développé avec une autre société qui s'appelle Gifmar. C'est un cargo qui fait 121 mètres et qui est propulsé donc, par des moteurs et des voiles et qui permettent de réduire la consommation du bateau d'environ 1/3. Et donc ce bateau, il est dédié au transport de la fusée Ariane 6 entre l'Europe et la Guyane. Les enjeux du transport à la voile, les 3 questions qu'on nous pose en général, c'est qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de vent, à quelle vitesse ça va, est-ce qu'on respecte l'heure d'arrivée, combien ça coûte et combien ça décarbone. Répondez. Donc, sur le temps de transport et la vitesse, donc, nous on fait le choix d'aller sur des propulsions hybrides, donc ça reste un bateau à moteur.
avec une assistance vélique. Et ensuite, en fonction de la vitesse à laquelle on veut aller, en fonction de la ligne sur laquelle on est, on va faire plus ou moins de moteurs et plus ou moins de voiles. Mais en tous les cas, on sait qu'on s'intègre dans une chaîne logistique multimodale et qu'on ne peut pas arriver en retard sous prétexte qu'il y avait moins de vent que prévu. Et donc, on garantit de la même manière que n'importe quel autre bateau, on garantit nos transit time et les ETA. Ensuite, sur la partie prix, un bateau comme ça coûte un peu plus cher. Ça coûte environ 20% plus cher qu'un bateau conventionnel. Donc, on a plus de capex, mais qui sont ensuite compensés par les économies de carburant qu'on fait. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire même taille de bateau, même vitesse, même ligne, un bateau avec des voiles, aujourd'hui, il va être légèrement plus cher qu'un navire à moteur, mais très peu. Et finalement, j'ai bon espoir que dans le futur, à mesure que la réglementation va se durcir, la propulsion par le vent va devenir plus compétitive que les navires à moteur. Et la dernière question, c'est sur le bilan carbone, combien on économise. À chaque fois, on nous demande des pourcentages d'économie, et en fait, ce n'est pas le bon réflexe dans le sens où, grosso modo, considérer qu'on économise 1,5 tonne de fuel, une petite tonne et demie de fuel par jour et par voile. Donc là, sur les bateaux qu'on veut développer avec la coalition des chargeurs, on est à 7 tonnes 5 de carburant économisé par jour. Maintenant, un bateau, c'est comme une voiture. Si vous allez à fond, ça consomme beaucoup. Si vous allez moins vite, ça consomme moins. Et donc, ces 7 tonnes, ça peut être 30%, comme ça peut être 20%, comme ça peut être 50%. Ça dépend vraiment de la vitesse à laquelle vous prévoyez d'aller avec le bateau. Et Zéphyr et Boré, donc c'est la suite, hein, évidemment, c'est l'après-canopée. À quoi il va ressembler? Qu'est-ce qu'il pourra transporter, justement? Où est-ce que vous en êtes? Sur la coalition des chargeurs, le porte-conteneur? Non, oui, enfin bien sûr, mais du projet Zéphyr et Boré, il y a combien de bateaux à terme vous souhaitez? Alors pour l'instant, on a le premier projet qu'on a développé, c'était le canopé. Maintenant, avec la coalition des chargeurs, on prévoit le développement de 5 navires comme celui-ci. Voilà. Donc c'est des bateaux qui font 1200 TEUs, donc c'est à la fois très gros pour des cargos à voile et en même temps assez petit par rapport à ce qui existe encore sur le marché. C'est un très gros projet, donc parce qu'avec la coalition, aujourd'hui, on a réuni 25 000 conteneurs par an engagés par la vingtaine de chargeurs qui sont engagés à nos côtés, donc ça c'est très important. Et puis c'est un gros projet aussi parce que il faut les financer, c'est environ 300 millions d'euros d'investissement. Donc on travaille avec différentes banques et 3 fonds d'investissement avec lesquels on va boucler le financement d'ici le premier semestre l'année prochaine et lancer la construction des navires. Alors, où est-ce qu'on en est justement du timing à Lingol, justement? Est-ce que le projet est dans les starting blocks? Oui, bien sûr, mais est-ce qu'on est dans les temps? Alors Niels en parlait à l'instant. On est à la phase où il faut aller obtenir et sécuriser les financements pour lancer la construction des navires. Donc ça, c'est ce à quoi s'attelle Niels une bonne partie de ses journées, je pense. Par rapport au timing initial, puisque je disais que la coalition était née en 2021, on a fait notre appel d'offres en 2022. On a créé l'association à cette époque. Il ne faut pas que j'oublie de le dire. Hein. On a créé l'association avec le soutien énorme de France Supply Chain et de la UTF. Je les ai cités tout à l'heure. Hein. Oui. Mais mieux vaut 2 fois qu'une. 2 fois qu'une, voilà. On n'est pas dans le timing initialement prévu, c'est sûr. On a décalé de 6 mois à 1 an, je dirais, par rapport à l'ambition initiale. Pourquoi ça a pris du retard? Alors, vas-y, je t'en prie. Oui, je veux dire, comme c'est de notre faute, je peux expliquer pourquoi on a pris du retard. En gros, je vous le disais à l'instant, c'est 300 millions d'euros de financement pour faire 5 bateaux. Pour financer les navires, il faut des fonds propres, donc on travaille avec différents fonds d'investissement, et puis avec 2 banques. Et comme on n'est pas encore une très grande compagnie maritime et qu'on n'a pas une garantie corporate suffisante pour apporter les garanties nécessaires à nos financeurs, à nos banques, il faut qu'on aille chercher des garanties, et en l'occurrence des garanties auprès de l'État, auprès de BPI. Et donc c'était un peu le dernier jalon, le dernier maillon manquant à l'été passé, donc là il y a 3-4 mois. Et puis après, vous savez que cet été il y avait un petit flottement politique qui a fait que finalement on n'a pas pu boucler le financement à ce moment-là. Et donc là on repart pour un tour avec le chantier. Bref, c'est la raison pour laquelle on a pris un peu de retard. Et il y a en plus un autre contexte, un contexte international, contexte géopolitique, le ralentissement de la croissance, etc. Donc on voit les taux de fret qui ont chuté ces derniers temps. Malgré tout, vous, Alain, vous y croyez toujours. Vous vous accrochez et vous ne lâchez pas le morceau.
Par rapport à ce que disait Niels à l'instant, je voulais tout de suite rajouter une chose. Et c'est important s'il y a des banquiers ou des assureurs dans la salle, qu'on le dise. Aucun des chargeurs engagés initialement n'est parti, n'a renoncé. On a même continué à accumuler des containers. Donc c'est super. Et les gens restent pleinement engagés. Pourquoi ? Parce qu'en s'engageant dans un projet comme ça, on s'engage de manière complètement inhabituelle par rapport à tout ce qui se fait dans le secteur du maritime habituellement. Habituellement, on achète, on passe des contrats pour 3 mois, pour 6 mois, peut-être pour 1 an, et puis on renouvelle régulièrement. Dans notre projet, on s'engage sur du long terme. On s'engage pour quelque chose qui va naître, et on espère voir les bateaux à l'eau dans 2 ans, 2 ans et demi, je ne sais pas. Et ensuite, on est engagé pour 5, 7, 8, 10. Voilà. On est engagé sur du pluriannuel. Donc, vous n'êtes pas là pour faire un coup sur le court terme, non, non. Absolument. Qui peut dire aujourd'hui ce que seront les taux de fret maritime déjà dans 3 mois, dans 6 mois? Personne. Moi, je connais, alors moi, je n'ai pas de fret, ADO, hein, c'est le groupe de bricolage, le premier groupe européen de bricolage, c'est Leroy Merlin derrière. Nous n'avons pas de fret entre l'Europe et les États-Unis. Donc moi, je n'ai pas de conteneurs à bord de ces magnifiques bateaux. Moi, je connais le fret Asie-Europe. Aujourd'hui, effectivement, c'est pas cher. Un TU, c'est à peu près 1 000 euros. Il y a 6 mois, c'était 5 fois plus. Et en 2021-22, c'était 10 fois plus. Donc on est sur une volatilité absolument dingue. Et il y a une seule chose dont on est sûr, c'est que ça va continuer et que globalement, de toute façon, pour des questions de taxation, pour des questions de renchérissement des coûts de l'énergie, ça ne va de toute façon faire qu'augmenter. Donc, on sait que ce n'est pas complètement fou de s'engager dans les conditions telles que les décrivait tout à l'heure Niels, surtout comme on est dans un projet collaboratif avec une ligne qui est entre guillemets privative, hein, on n'est pas soumis à l'offre à la demande. On est sur un modèle cost-plus avec Zéphyr et Boré qui va nous garantir une stabilité. Stabilité. Il y a un certain prix aujourd'hui. Niels, vous le disiez, on est un peu plus cher que finalement ce qu'on trouve dans le non-vélique, mais avec les coûts de décarbonation qui vont grimper, ça et là, quelque part, au final, Alain, vous allez vous y retrouver. En réalité, quand Niels dit on est un peu plus cher, il se compare à un bateau en gros de la même taille. La réalité pour nous, chargeurs... La taille, c'est 160, hein, 160 mètres. Oui, les porte-conteneurs, ils feront 160 mètres. Ouais. Voilà, et ça se compte en TU, donc 1200 TU, 600 gros conteneurs. En réalité, quand on embarque en transatlantique, on est plutôt sur du 5000, 7000 TU. Donc on a des prix plus bas. Mais encore une fois, ça ne change pas les paramètres de l'équation. On est aujourd'hui nettement plus cher que les prix d'aujourd'hui, mais on est moins cher que les prix tels qu'ils étaient en 2022, par exemple, et l'avenir, on ne sait pas. Et des prix qui vont augmenter, mais peut-être moins vite que le reste du marché, Niels, hein, en ce qui vous concerne, justement, pour continuer d'acheminer ces marchandises par toute la gamme de bateaux, les 6 bateaux qui vont être dans la flotte Zéphyr et Boré. Oui, c'est ça, c'est le pari que font nos chargeurs, c'est-à-dire qu'il y a certains des plus gros chargeurs à nos côtés qui se sont engagés pour 100 conteneurs par semaine sur 10 ans, donc c'est un gros engagement. Et le pari qu'ils font, c'est qu'ils vont hedger une partie de leur prix de transport parce que on sait que dans le transport maritime, il y a toute une panoplie de réglementations qui vont rentrer en vigueur à partir de 2026. Je les cite rapidement, mais il y a l'ETS qui est une sorte de taxe qui va venir rendre plus cher les émissions de CO2. Il y a la Fuel EU Maritime qui va obliger à incorporer progressivement davantage de carburants alternatifs dans le mix énergétique de la propulsion mécanique. Et puis, il va y avoir le C2I, qui est une autre réglementation qui va venir caper les émissions maximum par tonne et par kilomètre parcouru. Donc, il faut bien comprendre que dans assez peu de temps, on va être dans un autre paysage dans lequel le transport maritime va globalement être plus lent et plus cher. Et nous, avec ces bateaux-là, on est déjà compliant avec la réglementation de 2045. Donc, on a un coût qui est ce qu'il est. Mais par contre, après, il ne bouge plus et on est
indépendant de tout ce qui va devenir à partir de 2026. J'ouvre une parenthèse, c'est un sujet qu'on va aborder dans un instant avec les acteurs qui vont venir nous présenter des projets géniaux l'un et l'autre. La vitesse, c'est plus forcément le critère pour les chargeurs, de se dire, allez, on traverse à toute vitesse, on repart, voilà, etc. Non, c'est fini ça? Alors, je sais pas, mais nous, on n'est pas moins rapide dans le sens où on fait des petits bateaux, mais on touche moins de ports. Donc, si vous prenez les plus gros bateaux aujourd'hui, on va dire 8000 TEUs qui traversent l'Atlantique, ils touchent 5 ports d'un côté et 6 de l'autre. Ouais. Donc, si vous partez du mauvais port et que vous arrivez au mauvais, vous avez plutôt un transit time d'une vingtaine, voire un peu plus. Ouais, et nous, on est à 14 jours, 15 jours, 16 jours, dans le pire des cas, en allant à 11 nœuds. Donc, notre bateau va moins vite, mais vous avez un transit time de port à port qui est dans la moyenne de ce qui se fait sur le marché. Ça donne envie. Oui, Alain? Et je peux répondre pour moi, ADO, en tant que chargeur, sur la question liée au transit time et à la vitesse. Moi, ma supply chain grand import, c'est, mettons, 2 mois de fabrication en Asie, 10 jours de préacheminement vers le port, un transit time qui va être de 45 jours en ce moment, on fait le tour de l'Afrique, c'est un peu plus long, etc. Et puis ensuite, j'ai des stocks. J'ai une centaine de jours de stock en entrepôt. Et puis dans les magasins Leroy Merlin, il y a en gros 70 jours de stock. Donc quand on met tout ça bout à bout, franchement, 1 ou 2 jours de plus ou de moins sur le transport maritime, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est la fiabilité, comme le disait très bien Niels. Un dernier mot, Alain Goll, je le disais, on l'aborde depuis ce matin, cette notion de partenariat. C'est Emmanuel Bonnet qui nous le disait tout à l'heure pour JXO. Voilà, le P de partenariat. C'est vraiment la preuve en image, l'exemple vivant que le futur va s'inscrire, va s'écrire. Voilà, en se basant comme ça sur des partenariats, des alliances comme celles que vous avez montées, donc des chargeurs, pour faire émerger ce projet Zéphyr et Borée, entre autres. Complètement. Moi, comme je le disais, j'ai pas de conteneur à bord et pourtant je suis toujours là. Pourquoi? Parce que c'est juste fantastique de se grouper, de collaborer et par cette union de permettre à des innovateurs comme Niels, c'est juste génial ce qu'ils font, quoi. Ce sont des gens passionnés par la voile, le vent et en même temps par la tech, parce qu'il y a plein de tech derrière. Et de permettre par un vrai projet industriel. Voilà, au moment où on parle du retour de l'industrie, c'est un exemple aussi. C'est ça. Et c'est cette collaboration qui permet à ces innovations de voir le jour. Donc voilà. c'est vraiment une belle aventure. Et à terme, il y aura une capacité comme ça à dupliquer sur des bateaux plus grands. Là, pour l'instant, on part sur 6 navires. Mais à terme, c'est quoi l'idée? Toute une gamme qui se crée. Dans mes rêves, oui, j'aimerais bien à terme qu'on fasse des bateaux de 5000 TEUs. Après, je pense que l'époque des navires de 24 000 TEUs est, j'espère, derrière nous. Je pense qu'on va avoir tendance maintenant à réduire un petit peu. Et je pense que dans le futur, ce sera plutôt des bateaux de 5 ou 10 000 TEUs. Après, je suis personne pour prédire ce qui va se passer dans le futur, mais je pense que ce sera plutôt des bateaux de cette taille-là. Et les voiles restent pertinentes sur ces gros navires-là aussi. Donc je pense que ça fait partie de l'avenir dans le sens où, juste un dernier mot là-dessus, aujourd'hui dans tous les modes de transport, que ce soit l'aviation ou le transport routier ou les navires, on mise globalement sur des solutions qui sont basées sur de l'électricité renouvelable ou nucléaire. Que ce soit pour faire des biofuels, il faut comme hydrogéner l'huile de colza, que ce soit pour faire du méthanol, de l'ammoniac ou quoi que ce soit, ou alimenter des batteries. Et à un moment donné, si vous faites des calculs, ne serait-ce que pour décarboner tous les navires du monde, il faudrait installer 2500 centrales nucléaires supplémentaires ou 4 millions d'éoliennes. Donc ça n'arrivera pas. Et donc il faut arrêter de miser uniquement là-dessus. On ne peut pas mettre de voile sur les camions, ni sur les avions, mais sur les bateaux, on peut. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que la propulsion par le vent est une grosse part de l'avenir de la décarbonation du shipping. Il est génial. Voilà, si Zéphyr et Borée vous a donné des rêves, vous a inspiré, vous pouvez applaudir très fort Niels Joyeux et Alain Goll. Merci à tous les deux. C'est super. Merci, messieurs.